quel plan d'action pour les prochaines années? Hier, vous y avez réfléchi. Je vous rappelle les 3 thématiques des 3 ateliers: la culture du risque, la gestion de crise et l'urbanisme de prévention des risques. Bonjour à tous. Alors, donc je suis rapporteur du premier atelier qui s'était intitulé donc, Culture du risque pour transcender la mémoire. Déjà, avant de commencer vraiment la restitution de l'atelier, je vais juste redéfinir le terme culture du risque pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est la connaissance par tous les acteurs. Donc quand on dit les acteurs, on inclut aussi les citoyens, donc évidemment les élus, les techniciens, les représentants de l'État, mais aussi les citoyens, c'est bien là l'importance, de tous les phénomènes naturels et de la prévention de la vulnérabilité à ces phénomènes. C'est important de développer la culture du risque parce que cette culture du risque permet par la suite d'améliorer l'efficacité dans la prévention et la protection. Pour cet atelier, donc culture du risque, nous avons travaillé sur 4 grands thèmes qui ont été la communication, la responsabilité citoyenne, l'éducation et la mémoire. Alors pour la communication, je ne vais pas vous définir ce qu'est la communication, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est. En revanche, je vais préciser quand même que lorsqu'on parle d'éducation, on parle d'éducation au sens large, pas d'éducation d'éducation scolaire, parce que l'éducation aussi des citoyens, mais aussi au sens formation des élus, c'est aussi des élus, des techniciens, tout ça fait partie de l'éducation, c'est très important. Alors, donc voilà les 4 thèmes sur lesquels les différents acteurs de l'atelier ont travaillé. C'est un atelier qui s'est fait donc en 2 étapes, comme tous les ateliers. Et on a eu à peu près, de mémoire, 80 personnes réparties sur les 2 ateliers qui ont travaillé sur ces sujets. Sous la forme un peu d'un brainstorming, on va dire, où par petits groupes, ils ont émis des idées. Ils étaient un petit peu orientés par des questions sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que ça va un peu charger la présentation, pour orienter un petit peu le brainstorming. De ces 4 grands thèmes, il y a plusieurs idées transversales qui sont ressorties et c'est sur ces idées-là que je vais beaucoup insister. Je pourrais revenir s'il me reste un petit peu de temps après sur les idées qui étaient propres à chaque thème, mais il semble important d'appuyer sur les idées qui ont été transversales. Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué apparemment les esprits hier, c'est le théâtre. Avec la troupe Les Enfants de Mabawa qui avait joué un extrait d'une pièce de théâtre. Et apparemment, ce type de communication, alors qu'on a élargi un peu au conte, et puis un peu plus large même aux jeux de société, aux jeux de simulation, c'est peut-être une des pistes pour favoriser justement la culture du risque et transmettre cette culture au plus grand nombre. Une idée qui est revenue constamment et dans tous les thèmes, c'était le thème du visuel, c'est-à-dire, alors classiquement quelque chose qui est revenu, c'est assez étonnant, c'est le repère de crue. Il est vraiment revenu dans tous les thèmes, le repère de crue, donc quelque chose de visuel qui permet de s'approprier un risque, de savoir que, ah oui, en effet, l'eau peut arriver jusque-là. Mais au-delà du repère de crue, c'est vraiment tout l'aspect visuel, donc avoir des pictogrammes clairs lors des communications, l'harmonisation des communications entre les différents services, entre les services qui émettent des informations sur les risques naturels, notamment lorsqu'on revient sur évidemment Météo France, mais aussi l'OVPF, il y a l'ADEAL avec Vigicru. Toutes ces initiatives, toutes ces communications sont un peu indépendantes les unes des autres. Et ce qu'il en ressort des ateliers sur tous les thèmes, c'est qu'il faudra harmoniser tout ça. Que l'idée d'avoir une identité visuelle peut-être commune serait intéressante et permettrait de plus facilement s'approprier les risques et les communications. Une idée qui est revenue aussi en boucle et que personnellement je trouve très intéressante aussi, c'est l'idée d'avoir un musée du risque.
Comme on a une cité du volcan, comme on a un muséum d'histoire naturelle, pourquoi pas avoir un musée du risque naturel à La Réunion ou ailleurs, qui permet de vraiment de centraliser tous les enjeux, enfin les aléas, les enjeux, tout ce qui tourne autour du risque naturel, et d'avoir donc un outil de communication central sur ce thème-là. Évidemment, c'est dans l'air du temps. Ce qui est revenu assez régulièrement aussi, c'est d'avoir des outils, on va dire, nouvelle génération, donc des applications smartphone, des jeux vidéo, insister sur les jeux de société. Le géocaching a été cité, donc pour ceux qui ne savent pas, le géocaching, c'est le fait de cacher des éléments à un endroit particulier, enfin géographiquement localisé, et l'idée c'est d'aller chercher cet élément, de le découvrir, et puis passer au suivant. Voilà. Les exercices de simulation, je les avais cités tout à l'heure, mais ils sont revenus régulièrement en boucle aussi. Voilà pour les idées transversales. Je peux rapidement donc revenir sur des thèmes quand même importants qui, eux, n'ont pas été transversaux, mais qui seraient importants d'appuyer. Apparemment, les MSGU, donc, avec la présentation de Vissov hier, a fait son effet, vu que c'est revenu très nettement dans l'aspect communication. Donc établir des référents risques naturels dans les différents sujets, qui sont capables d'émettre sur les réseaux sociaux efficacement et donc d'utiliser les principes de la MSGU, donc des médias sociaux en gestion d'urgence. Au niveau responsabilité citoyenne, un thème qui a été marqué comme important par les différents acteurs des ateliers, ça a été l'exemplarité des acteurs publics. Alors voilà, je le dis. Au niveau de la mémoire, quelque chose qui est d'assez intéressant qui a été abordé, ça a été de mettre en place une méthodologie participative, donc favoriser des groupes d'échange donc intergénérationnels, mais aussi peut-être sous la forme de TEDx par exemple, comme je ne sais pas si certains connaissent, c'est des petites conférences sur des sujets donnés. Donc avoir des outils de rassembler les gens. Pardon, de rassembler les gens et donc de discuter autour des thèmes des risques naturels. Et enfin, donc sur l'éducation, le projet Paparé a été pas mal cité évidemment, mais les jeux de rôle aussi, le fait d'avoir la possibilité donc d'être actif, de pas seulement transmettre une formation théorique, on va dire, d'être acteur aussi au sein de la formation, par des exercices de simulation, des jeux de rôle, est revenu assez régulièrement, et ça, je pense que c'est un axe important. Pour conclure un petit peu, alors, pour ceux que ça intéresse, je pourrais mettre les notes à disposition, parce que c'est assez fourni, il y a eu énormément d'idées qui ont été émises, mais j'ai synthétisé au maximum. Mais en conclusion, moi, ce que je retiens énormément de cet atelier, c'est que il y a des outils qui existent. Ces outils donc, ont été cités par certains, d'autres demandaient à ce qu'ils soient créés, donc ça veut dire que ces outils n'étaient pas connus de tous. Donc il y a quelque chose à faire qui est d'améliorer l'existant. Donc ça c'est une évidence. Il faut améliorer l'existant. Il faut améliorer, alors d'un point de vue souvent de visibilité pour le grand public notamment, ou de clarté peut-être, dans certains domaines aussi. Parce que les risques naturels, c'est très souvent, et je rebondis sur tout à l'heure la fin de l'échange, la fin des discussions, où on parlait de l'aspect social, donc des risques naturels, et souvent on communique sur l'aspect scientifique uniquement des risques naturels, et on perd beaucoup de monde, parce que pas tout le monde est à l'oreille attentive quand on parle d'un point de vue scientifique, alors que si on parle à des humains, souvent la communication passe mieux. Toujours dans l'améliorer l'existant, l'intérêt d'avoir une centralisation de l'information a été largement abordé,
Et donc peut-être du coup d'avoir ces différents outils qui existent, d'avoir une plateforme centrale qui permet donc de facilement voir ce qui se passe au niveau risque naturel. Alors, c'est compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue opérationnel, mais d'un point de vue communication, notamment pour le grand public, c'est quelque chose d'essentiel, parce que le fait de se balader de site en site, même si tout ça existe, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup d'outils qui ont fait débat, et des débats très intéressants qui ont eu lieu dans l'atelier, et notamment autour des plans de prévention des risques et des réserves communales de sécurité civile, qui sont des outils qui existent, mais on voit que dans leur mise en œuvre et dans leur perception doivent être améliorés, car ces outils qui peuvent être utiles sont malheureusement, ont des freins souvent en termes de perception et de relations au grand public. Deuxième axe majeur, donc là j'étais sur améliorer l'existant, deuxième axe majeur qui ressort de l'atelier, c'est un travail à réaliser donc, en termes de communication. Et donc là c'est d'un point de vue visuel, d'avoir une communication peut-être plus uniforme pour tous les acteurs sur les risques naturels, d'avoir, je ne sais pas moi, des pictogrammes qui sont repris par tous, une charte graphique, enfin, voilà, j'ai mis des idées, mais c'est quelque chose qui est revenu, et donc peut-être travailler avec les communicants des différents services pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus uniforme. Et puis travailler donc au niveau communication, travailler aussi avec les artistes, donc qui est beaucoup revenu dans l'atelier, donc aussi bien théâtre, conte, mais aussi la création de stèles, donc sculpteurs et tout. Donc un travail avec les artistes aussi peut-être à envisager. Voilà à peu près ce qui ressort de l'atelier. Merci beaucoup, Michael Waro. Ludovic Blais de Visov, comment faire pour peut-être pour faire en sorte que l'information circule plus rapidement, efficacement sur les réseaux sociaux? Les médias sociaux permettent de toucher un autre public. On fait déjà beaucoup de choses. On peut créer des musées, on peut créer des plaquettes, on peut créer plein de choses, et les services le font déjà très bien. Maintenant, avec les médias sociaux, on arrive à toucher une autre population, peut-être plus jeune, avec un autre mode de vie, et on peut la toucher en permanence. Donc l'intérêt des médias sociaux va de la prévention jusqu'à la gestion de crise, jusqu'à l'opérationnel. Et l'intérêt des médias sociaux, c'est aussi de fonctionner dans les deux sens. C'est que la préfecture ou les pompiers peuvent diffuser des messages, mais la population peut aussi faire remonter des choses. Et cette mémoire et cette transmission intergénérationnelle, comme on en parlait hier, on peut aussi la faire passer par les médias sociaux. On peut avoir des jeunes qui partagent des choses parce qu'ils voient des choses, qui prennent des photos, et tout ça peut après être compilé et peut nourrir des archives locales et peut nourrir la mémoire du risque. Et c'est des choses qu'on peut après utiliser et qu'on peut après valoriser, peut-être par d'autres supports, mais en tout cas ça nous permet déjà de récupérer pas mal de choses. Donc c'est quelque chose qui, je pense, va se développer ici. En tout cas, Visov, sans trahir de secret et sans anticiper les décisions du conseil d'administration de Visov, je pense qu'on sera amené à développer une équipe locale avec des bénévoles ici qui connaissent la région, qui connaissent le terrain, qui connaissent les cyclones. Et je pense qu'on essaiera de développer quelque chose en partenariat avec les acteurs qui sont représentés ici, et qu'on essaiera de faire avancer Visov, Océan Indien, ou je ne sais pas comment on l'appellera encore, mais on essaiera sûrement de développer une équipe ici. Merci. Peut-être un éclairage, Monsieur Michael Waro. Actu Météo 974 a, je crois, une page Facebook qui fonctionne très bien, qui est régulièrement alimentée. De nombreux internautes, pour ne pas dire parfois même des journalistes, s'y rendent pour avoir des informations quasiment en temps réel sur des phénomènes météorologiques. Il y a parfois effectivement ce partage de données, de photos. Est-ce que vous vous inscrivez en complémentarité avec Météo France, ou c'est une autre approche ? On espère s'inscrire en complémentarité, en tout cas. C'est un peu notre objectif. Météo France, c'est une institution qui
travaille, on va dire, sur l'aspect éducatif, vulgarisation, mais auquel il est aujourd'hui assez encore difficile pour le grand public, enfin il est difficile pour le grand public d'interpeller directement les acteurs de Météo France. Finalement, Actu Météo 974, c'est ça, hein, c'est permettre aux citoyens lambda de venir poser des questions, de venir partager. Et si derrière, oui, en effet, tout ça peut être utile dans le cadre des MSGU pour pouvoir derrière compiler des bases de données et tout, et donc inscrire tout ça dans une complémentarité avec les services officiels, c'est évidemment ce qu'on souhaite, nous, de notre côté. Des questions, peut-être, dans la salle? Monsieur Dimoureau? Des réactions peut-être aussi du côté de Météo France ou d'autres spécialistes? Bonjour, Thierry Marchal, je suis directeur des services techniques de la Petite Île. Donc deux axes dans ma question, ou plutôt dans ma réflexion. La première, c'est que on finance beaucoup de projets dans les communes. Nous finançons assez facilement les équipements culturels, les projets dans les écoles, etc. À la Petite Île, par exemple, nous avons un projet de 7 millions d'euros de sécurisation d'un quartier tout entier par rapport aux eaux pluviales. C'est très compliqué de réunir les financements. Tout ça pour dire que, et je continue, on est aujourd'hui sur des orientations qu'on appelle projets de territoire. Bon, je ne vais pas faire il y a des lois qui sortent tous les jours, mais les grandes orientations du territoire aujourd'hui, c'est la loi NOTE, c'est MapMam, enfin, etc. Excusez-moi pour ceux qui... mais aujourd'hui, le projet de territoire, j'en suis un peu désolé, et j'espère que je ne vais pas me faire éplucher la tête par mes patrons, parce que je travaille pour le politique. Mais dans le projet de territoire, il y a un élément fondamental qui n'est pas pris en compte, c'est qu'on est sur un territoire de risque. La Réunion, c'est un territoire de risque. Et c'est vrai que quand je monte un projet et que je dois chercher des financements pour mettre en œuvre des projets qui sont vitaux et essentiels pour les collectivités, on a beaucoup de difficultés. Et je ne parle même pas de la répartition des compétences, qui fait quoi entre la commune, la Civis, l'Interco, etc. Et ça, c'est une vraie difficulté au quotidien. Et c'est pour répondre à votre interrogation sur que font les politiques. Parfois, les politiques, ils font ce qu'ils peuvent. Un autre axe, et je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais je suis quand même obligé de le faire, parce que c'est ce autour de quoi on tourne depuis hier. On a parlé tout à l'heure de sciences sociales, moi j'appellerais ça de sciences enveloppantes. Il y a les sciences dures, construire des digues, etc. Ce sont des sciences dures, ça fait appel à des techniques d'ingénierie. Il y a une autre science qui est enveloppante, et non pas molle, parce que j'aime pas le terme, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. À La Réunion, pardon. À La Réunion, il y a des associations qui... Alors je tremble un peu parce que c'est un sujet qui me prend un peu au triple, parce que l'éducation populaire, ça fait 50 ans qu'on en fait à La Réunion, et les associations qui font de l'éducation populaire aujourd'hui, elles meurent. Clairement. J'en prends une, c'est la REP, l'Association réunionnaise d'éducation populaire, qui il y a 50 ans a commencé à expliquer aux femmes réunionnaises comment gérer la maternité, comment gérer la vie quotidienne. Aujourd'hui, sur tous les sujets qui sont essentiels, et je reviens à ce que disait monsieur l'ex-directeur, les sujets essentiels qui sont l'énergie, les déchets, les déplacements, etc., on demande aux Réunionnais et aux politiques d'être en première ligne, alors qu'ils n'ont pas les premiers éléments qui leur permettent d'avoir une prise de conscience sur ces enjeux-là. Donc pas d'éducation populaire. Tout ce qu'on entend, éducation populaire, c'est Condorcet, c'est voilà. Merci. Et donc ces sujets-là, tous les ans on va en parler, et tous les ans on va faire les mêmes constats jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau Firinka. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà donc pour le constat. Essayons de nous projeter. Est-ce qu'il y aurait des propositions? Comment améliorer ces points? Est-ce qu'il fonctionne? Peut-être une réflexion effectivement sur l'existence qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer. On a beaucoup parlé du projet Paris pas Paris. On a la chance à La Réunion d'avoir un projet d'éducation, de sensibilisation multi-aléas à La Réunion. C'est, je crois, à ma connaissance en tout cas, sur les territoires français, le seul exemple d'un projet d'éducation multi-aléas. Le projet Paris pas Paris, c'est un projet qui est piloté par la Pirois, et qui est mis en place avec l'ensemble des partenaires présents sur la thématique des risques naturels. Donc dans le comité de pilotage de ce projet Paris pas Paris, on retrouve l'éducation nationale, avec qui nous travaillons beaucoup, la préfecture, l'état-major de zone, la DEAL et tous les partenaires techniques que vous avez pu croiser lors de ces 2 jours, Météo France, le BRGM, les sapeurs-pompiers, l'ONF,
l'ensemble des partenaires techniques. On a développé tous ensemble, et c'est un peu ce qui fait le succès de ce projet, la coopération, le fait de fédérer l'ensemble des partenaires, un programme d'éducation avec des conventions avec, au niveau national, le ministère de l'Éducation, mais plus localement avec le rectorat. Aujourd'hui, le rectorat s'approprie ces outils et sensibilise plus de 10 000 élèves des classes de CM1, CM2, et plus que de sensibilisation, je parlerai vraiment d'éducation, puisque ça englobe l'ensemble des risques naturels présents à La Réunion, le phénomène, la compréhension du phénomène, la compréhension de l'exposition, de la vulnérabilité, et aussi les moyens de se préparer face à ces risques naturels. Donc il y a un vrai projet au niveau de l'éducation, dans le milieu scolaire avec le rectorat. Et puis au-delà de l'espace rectorat, il y a aussi une volonté d'aller au plus près de la population, d'aller vers des actions participatives, et c'est ce qui ressort aussi de cet atelier sur l'information préventive, la culture du risque. Comment finalement on suscite l'engagement de la population pour pouvoir prendre conscience de sa vulnérabilité, de la nécessité de se préparer face aux catastrophes naturelles. Et ça se passe, en tout cas c'est ce que nous pensons à la Croix-Rouge, à la Piroie, par une action participative des populations, aller au plus près de ces populations exposées. On parlait des projets territoires à risque important, donc avec une action et une réponse personnalisée. Finalement, voici la problématique de votre quartier vis-à-vis du risque inondation, et voilà comment on y répond avec des animations donc, dans les quartiers. Et au-delà de cette présentation très rapide du projet Parer pas Parer, on a beaucoup parlé de La Réunion, mais c'est aussi un programme qui s'intègre dans une coopération régionale sud-ouest de l'océan Indien, avec le soutien. Aujourd'hui, il y a Colette, donc de la Croix-Rouge des Seychelles, mais c'est un programme qui a un rayonnement régional, qui est dupliqué, en tout cas adapté aux Seychelles, à Maurice, à Madagascar, dans l'ensemble des pays aussi de l'océan Indien. On a des outils de sensibilisation communs, régionaux. On parlait du théâtre. On a utilisé dans la région sud-ouest de l'océan Indien la tradition du conte. Donc il y a un conte qui est diffusé dans l'ensemble des pays de l'océan Indien, qui a été traduit dans l'ensemble des langues de l'océan Indien et qui est utilisé pour sensibiliser les plus jeunes, les populations, finalement au risque naturel. Donc il y a vraiment cette recherche de coopération locale avec l'ensemble des partenaires techniques, régionale au niveau de l'océan Indien, et puis aussi l'innovation et la recherche d'utiliser finalement les traditions locales pour pouvoir faire passer un message. On parle de l'océan Indien, nous allons peut-être donner la parole à Madame Servina de la Croix-Rouge des Seychelles. Je reviendrai ensuite vers vous, Monsieur Ludovic Blé. Et des questions peut-être dans la salle. Madame Servina. Je crois que Mathieu a tout expliqué. Mais ce que je veux me refaire sortir, c'est que dans toutes les initiatives, c'est important d'avoir l'engagement de la population depuis le début de l'élaboration des programmes, des initiatives. Ludovic Blé, vous souhaitiez apporter une précision. En fait, moi je voulais revenir sur un aspect qui est fondamental, mais qui rejoint exactement ce qu'on vient de dire. La philosophie de Vizov, au départ, c'est le citoyen qui va aider le citoyen. L'exemple que je vous présentais hier, avec Marie qui monte son compte pendant les attentats, on est sur quelqu'un qui n'a aucun rapport avec l'événement, mais qui a juste envie d'aider. Hier, dans les ateliers, j'étais avec des personnes d'associations, de riverains, qui habitaient dans des villages et qui m'expliquaient qu'ils essayaient de faire avancer les choses en local. Et en fait, on a un vivier d'associations, de gens qui sont compétents, qui connaissent leur domaine, qui connaissent parfois même mieux le domaine et mieux le terrain que les institutions. Et ces gens-là sont prêts à faire évoluer les choses et sont prêts à donner du temps bénévolement. C'est le cas de mon association, mais c'est le cas de beaucoup d'associations, la Croix-Rouge entre autres. Et il y a des gens qui sont capables de faire évoluer les choses. Et là, on n'a pas forcément besoin de budget conséquent. Ça peut être simplement leur mettre une salle à disposition pour organiser une réunion, quelques moyens techniques, souvent. Mais on n'a pas forcément besoin de budget très important pour faire avancer les choses. Souvent, le citoyen et le vivier des associations et des bénévoles peut apporter énormément. Et c'est sûrement quelque chose sur lequel on va devoir s'appuyer. Peut-être que la préfecture et les pompiers iront dans le même sens, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les grandes institutions ont de moins en moins de moyens, moins en moins de personnel. Et aujourd'hui, des compétences peuvent être reprises par un vivier associatif.
Ça réglera sûrement pas tout. Il ne faut pas le faire n'importe comment et il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça peut être aussi une solution. On a beaucoup parlé d'éducation, l'importance de l'éducation. La parole peut-être à Isabelle Foucard-Julien du rectorat de La Réunion, coordonnatrice risque majeur éducation. Rapidement, quels sont les outils mis à votre disposition? Comment vous aider à aller plus loin dans votre travail? Alors en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, on a beaucoup parlé donc du projet au niveau de l'éducation sur la partie paré, pas paré. Et effectivement, on a un partenariat depuis 2011 avec la Pirois à ce niveau-là et puis l'ensemble des partenaires. Mais je voulais rappeler également l'existence de plans particuliers de mise en sûreté qui sont présents dans chaque établissement scolaire de la maternelle jusqu'au lycée, avec 3 obligations d'exercice obligatoires, dont un sur le risque sociétal, donc soit un attentat, intrusion de personnes malveillantes ou alerte à la bombe, mais également après 2 autres exercices qui portent soit sur un risque naturel ou technologique. À ce jour, on a à peu près 85% en fait, de nos établissements qui nous ont fait ces 3 exercices. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans ces PPMS, on valorise énormément, nous, c'est l'inverse, tous les autres risques, hors cyclone, puisque le cyclone ne fait pas partie de notre PPMS, puisque c'est un plan hors sec spécifique qui fait qu'à l'alerte orange, l'ensemble des élèves ou des lycéens sont sortis de l'établissement. Donc, ce qui fait que dans ce plan particulier, on parle de tout le reste. Et c'est là où nous, on valorise également auprès des enseignants et aussi des élèves qui font les exercices, l'ensemble de tous les autres risques. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important aussi de présenter. Merci beaucoup. Merci à tous pour donc la présentation des travaux effectués hier dans cet atelier numéro 1 sur la culture du risque. Vous pouvez regagner votre place dans la salle. Nous allons passer à l'atelier numéro 2. La thématique, c'était la gestion de crise, avec cette question, quel plan d'action pour des stratégies de gestion de crise adaptées? Et je vais donc appeler monsieur Sébastien Audebert, directeur de cabinet du préfet de La Réunion, Hervé Bertouin, de l'état-major de zone Océan Indien, Marie-France Beaufils, que nous avons entendue hier, sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, présidente également du CEPRI, le Centre européen de prévention des risques d'inondation, David Goutz de Météo France, qui nous rejoint à nouveau, Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique de La Réunion, Kemraj Servan-Singh de l'île Maurice, que nous avons entendu hier. Et puis, je n'oublie personne, Thierry Venty, secrétaire exécutif du BNGRC, Bureau national de gestion des risques et catastrophes de Madagascar. Nous allons à nouveau offrir un coup de projecteur à nos voisins de l'océan Indien. Et monsieur Joao Osvaldo Machatin, directeur général de l'Institut national de gestion des catastrophes du Mozambique. Merci donc de nous rejoindre sur cette scène. Le rapporteur pour cet atelier numéro 2, c'est monsieur Sébastien Audebert, qui va donc prendre la parole et vous présenter donc les pistes de réflexion évoquées hier. Bien. Alors on va commencer peut-être par une présentation qui a été faite hier en groupe de travail sur le sondage qui a été réalisé et qui a servi à préparer les assises. Ce sondage donc, fera aussi l'objet d'une exploitation par la suite. Simplement retenir quelques éléments clés qu'on a présentés hier à tout le monde. Première chose qui est importante, qui est même essentielle, c'est que l'ensemble de la population, en tout cas sa très grande majorité, s'est approprié, mais c'est bien évidemment l'histoire de l'île, les dispositions de gestion de crise en cas de cyclone. C'est quelque chose qui est bien connu par l'immense majorité de la population, donc de ce point de vue-là, les choses fonctionnent. Même chose pour la perception du risque. Ce qu'on constate, c'est que pour le reste, le volcan, les inondations, les houles cycloniques, enfin les houles, pas cycloniques pour le coup, la perception du risque, elle est moins marquée. Donc ça sera une des conclusions d'ailleurs du travail, ce qui est sorti hier, c'est qu'il y a vraiment un travail de fond, de sensibilisation, qui est à faire sur cet aspect-là. Bonne compréhension aussi de toutes les notions de vigilance, d'alerte, même s'il y a sans doute beaucoup de choses à redire là-dessus, et une bonne connaissance des différents types de vigilance existantes. Enfin, mais là aussi c'est un sujet sur lequel il y a matière à réfléchir, à évoluer, l'outil d'information, c'est
La communication institutionnelle, ça passe par la télé et par la radio. Et puis la radio, bien évidemment, avec la particularité réunionnaise de Radio Freedom, qui est un outil essentiel en période de crise et qui est d'ailleurs utilisé aussi par la préfecture, bien évidemment. Donc ça, c'est l'outil essentiel qu'on va utiliser en période de crise. Ceci étant, on verra qu'il y a sans doute matière à s'appuyer davantage sur les médias sociaux. C'est quelque chose sur lequel la préfecture sera très attentive, justement, peut-être, pourquoi pas, on en reparlera, à conventionner avec Visov pour pouvoir justement à la fois relayer des informations, mais aussi s'appuyer en période de gestion de crise sur celles qui remontent du terrain. Prendre vraiment la chose dans les deux sens. Donc, pour aller jusqu'au bout de ces points clés du sondage, une très bonne satisfaction sur la façon d'avertir et d'informer en cas d'apparition d'un risque naturel. Et ce qui est pointé du doigt quand il y a justement un manque d'information, une information mal comprise, c'est sans doute une question de pédagogie. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, évidemment, mais elle est parfois jugée insuffisante. Ou alors une information trop tardive, on y reviendra notamment lorsqu'on est dans un dispositif Orsec, cyclone, quand on passe au orange, on ferme les établissements scolaires. Bien évidemment, si on ferme les établissements scolaires à 11h30, ça pose problème, ça peut se comprendre. Si on les ferme la veille, en fin d'après-midi, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc là aussi, il y a un sujet de communication, un sujet d'information suffisamment clair et suffisamment anticipable par les populations qui contribue, j'allais dire, à la bonne gestion de crise. Donc je vois du PowerPoint, je vais un petit peu lister tout ce qu'on a vu hier. Alors, je ne serai pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties des deux ateliers qui se sont déroulés hier. Il y a quand même des choses qui sont assez bien adaptées, assez bien comprises, donc les points forts de notre organisation actuelle. Le premier, et c'est vrai pour l'ensemble des intervenants de la zone, pas seulement à La Réunion, c'est l'organisation en matière de gestion de crise, donc, qui est forcément très centralisée, verticale, connue et reconnue, bien évidemment. Quand il y a une gestion de crise qui se met en place, on sait qui est l'interlocuteur principal au niveau du département, au niveau local, avec bien évidemment les communes qui sont les chefs de file. Donc tout ça est bien connu, reconnu, accepté. Il y a aussi une bonne connaissance des aléas sur le territoire, l'ensemble des aléas, même si cette connaissance, justement, n'est pas forcément suffisamment diffusée auprès des populations, on y reviendra. Enfin, un point important à souligner, c'est l'amélioration. Alors elle est continue, mais elle a été très nettement perçue et soulignée par l'ensemble des acteurs hier, c'est l'amélioration de la prévision météorologique, en particulier de la prévision cyclonique, puisque ce sont des choses qu'on peut maintenant nettement anticiper, et ça, tous les acteurs ont souligné. Enfin, je le disais, donc radio et télé sont les vecteurs de communication très largement reconnus. Alors ceci étant, où est-ce qu'on doit progresser, où est-ce qu'on doit travailler dans les années qui viennent, et notamment dans le cadre de la révision donc, du schéma de prévention des risques? La première chose, c'est la clarté de l'alerte. Clarté de l'alerte, je vais prendre un exemple très concret, moi c'est le seul entre guillemets que j'ai vécu en période cyclonique. Lorsqu'on est en alerte cyclonique, mais qu'on n'est pas face à un cyclone, mais à un événement météo dangereux, comment est-ce qu'on explique le fait qu'on a une alerte et en même temps des vigilances? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut dire les choses très clairement et avoir une communication qui soit là aussi très centralisée forcément, mais surtout très pédagogique. Et de là découle un deuxième point de vigilance important, c'est l'appropriation et le respect des consignes. Parce que lorsqu'on dit il y a une vigilance forte pluie, on dit il y a une vigilance forte pluie, mais on ne dit pas aux gens sur le terrain qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement, qu'est-ce que ça implique en termes de comportement individuel. Et ça, c'est là aussi sans doute un axe sur lequel il y a matière à réfléchir. Autre élément important qui est un point de vigilance, mais c'était aussi l'objet du groupe de travail précédent, c'est la conscience et la mémoire. Ça fait maintenant une petite quinzaine d'années qu'il n'y a pas eu un cyclone, on va dire, d'une ampleur considérable à La Réunion. C'est Dina en 2002. Donc forcément, la mémoire se perd et la conscience du risque avec. Et le problème qui en découle, c'est la perception moindre donc, par cette population de l'importance des autres aléas par rapport à l'aléa cyclonique. Le volcan, ça n'est pas perçu comme un risque, en tout cas par une part très minoritaire de la population. Les inondations, c'est un risque connu, mais localisé, je pense qu'il y a aussi sans doute une territorialisation de la connaissance qui n'est pas la même. Et j'ose espérer que lorsque ce risque est identifié au niveau local, il est connu et on sait quelle conduite adopter. Mais au niveau de la masse de la population, ce n'est pas forcément un risque qui est perçu comme tel. Donc là aussi, sujet sur lequel l'éducation, qu'elle soit populaire ou autre, a sans doute un rôle important à jouer. Dernier point de vigilance, la gestion des délais de prévenance, donc je l'évoquais tout à l'heure. La question de la sectorisation territoriale de la gestion de crise. Parce que forcément, lorsque le préfet dit l'ensemble du département va être placé en alerte et qu'il fait beau quelque part, vous pouvez être sûr que vous avez droit à une demi-heure sur Freedom où le préfet va en prendre pour son grade. Ça, c'est
un petit peu le jeu classique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nécessite là aussi des explications. Est-ce qu'on gère un événement au niveau du département? Est-ce qu'on le gère au niveau local? C'est un point de vigilance, ça s'explique. Mais là aussi, pour que ce soit bien compris et que du coup les bons comportements en découlent, il y a un travail vraiment de fond à faire. Enfin, autre point de vigilance, la vulnérabilité de nos réseaux, bien évidemment, parce que lorsque la radio, la télé, le réseau électrique sautent, en matière de communication, on est assez dépourvu. Voilà. Après, il faut avoir des piles chez soi, c'est la seule solution. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel il y a matière à réfléchir. Plus d'exercices, plus de retours d'expérience. Est-ce qu'on en fait trop peu? C'est un axe de travail là aussi. Et enfin, la question de la formation. Donc on va y venir maintenant sur les axes de travail, justement, ce qui a été identifié. Alors avec Paul Ferrand et ses équipes, on a résumé bien évidemment les axes de travail. Mais il y en a 4 qui nous paraissent plus importants. Le premier, c'est la question de l'information, avant, pendant. Donc, premier aspect, c'est mieux communiquer sur les autres aléas que le seul cyclone. Donc, je l'évoquais, le volcan, glissement de terrain, les tsunamis aussi, puisque les tsunamis, même si dans la zone sud de l'océan Indien, on est peut-être moins exposé, on n'est pas complètement à l'abri de ce risque-là. Et puis d'insister sur l'exposition réelle des personnes par une information qui puisse être territorialisée. Je retiens l'idée tout à l'heure de l'éducation populaire. C'est vrai qu'il y a sans doute là un travail, j'allais dire, de fond à creuser. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours avoir des gens qui sont présents pour expliquer, mais ça veut dire qu'il faut peut-être trouver des moments, des temps où on peut avoir de la sensibilisation. À quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle de la commune? Est-ce que c'est à l'échelle du quartier? Il y a l'idée d'avoir des conseils de quartier avec des référents, notamment, qui a été évoqué hier, qui peut être une piste, là aussi, une piste à creuser en matière de territorialisation de l'information. Mieux organiser la communication vers le public, notamment lorsqu'on a ces dispositifs qui pourraient être territorialisés. Mais quelle attitude à suivre? Aujourd'hui, il y a une évolution, elle est nationale, qui tend à mettre en place un dispositif d'alerte et en face une conduite à suivre. Alors ça a été malheureusement une évolution qui fait suite aux attentats. Vous avez peut-être vu ces plaquettes justement, suite aux attentats, qui disent voilà, s'il se passe ça, voilà les 3 points, ce qu'il faut faire, les consignes à suivre. Donc peut-être qu'on a là aussi matière à réfléchir, nous, lorsqu'on a une vigilance forte pluie, lorsqu'on a une vigilance vent fort, à réfléchir sur les comportements adaptés à suivre, sans multiplier les consignes, mais en ayant quelques consignes bien identifiées, qui sont de nature à rassurer la population et puis surtout à être claires. Avoir un portail internet centralisé, ça c'est une idée donc récurrente, mais je pense que là aussi ça fera partie des enjeux du prochain schéma qui va être révisé. Un portail internet qui puisse à la fois centraliser de l'information et puis être une source d'information en période de crise. Réviser les dispositifs Orsec pour intégrer les réseaux sociaux et puis bien évidemment les médias sociaux pour la gestion d'urgence. Donc ça c'est un sujet, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a matière là aussi à conventionner, pourquoi pas avec Visov pour la préfecture. Ça peut être la forme, même si la convention c'est juste le chapeau, mais que le travail peut se faire avec des interlocuteurs identifiés là aussi au niveau local. Enfin, professionnaliser la communication de crise. Ça c'est un enjeu, j'allais dire, un petit peu spécifique pour la préfecture et pour le préfet, d'avoir justement un nombre d'interlocuteurs, un vivier de personnes qui sont à même, en période de crise, d'être rassemblés pour justement assurer ce message et puis aussi répondre aux sollicitations qui sont nombreuses quand on a ce type de crise à gérer. Donc, premier axe. Deuxième axe, la question de la formation et de la préparation à la crise. Donc ça recoupe aussi un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure. Poursuivre la formation, bien évidemment. Alors formation des collectivités, retour d'expérience à tous les niveaux, former à l'échelle locale. Donc là aussi, la question des comités de quartier, ça peut être l'échelle pertinente. Je pense notamment à des questions d'inondation, à des questions de submersion. Ça peut être au niveau du quartier qu'on ait, pourquoi pas, identifié au niveau de la commune des référents, des personnes qui sont les personnes ressources, qui sont à même, j'allais dire, de faire remonter l'info si jamais la situation se présente ou autre. En tout cas, c'est une échelle qui est, à mon avis, beaucoup plus pertinente que l'échelle du département, parce que sur ce type de gestion-là, malheureusement, au niveau du département, on est souvent aveugle. On ne peut s'appuyer que sur la connaissance de terrain. Et le fait, en amont, d'avoir des gens qui sont sensibilisés, qui sont formés, ça permet le jour J d'avoir justement ce partage d'informations et ce réel partage qui permettra la résilience. Alors, tester la résilience, faire plus d'exercices, pourquoi pas? Alors là, je lance un appel à candidature. À chaque saison cyclonique, on fait un exercice en préfecture. Pourquoi pas un exercice terrain cette année? Donc s'il y a des communes qui sont volontaires, l'appel à candidature est lancé. C'est une idée qui a été lancée hier, nous on est très réceptifs. Donc là-dessus, toutes les bonnes volontés seront accueillies très favorablement. Planifier à tous les niveaux. Là aussi, on parle souvent des plans Orsec, les plans communaux de sauvegarde, qui est un outil
Dans le sondage, ça sortait comme assez peu connu finalement. Le plan Orsec, c'est connu parce que voilà, on sait qu'en période de crise, on entend Orsec, on sait ce que ça veut dire. Le plan communal de sauvegarde, c'est peut-être moins connu. Élément qui a été souligné hier, c'est important aussi que le plan communal de sauvegarde il soit approprié par les personnels communaux. Hein, on peut parfois le faire rédiger par un bureau d'études extérieur, et puis on va avoir, j'allais dire, un plan qu'on pose quelque part sur une armoire, et puis on s'en sert plus. Donc l'appropriation du plan, c'est important. Les exercices, finalement, c'est pas que la préfecture de faire des exercices, ça peut se faire à tous les niveaux. Donc là aussi, est-ce qu'il faut planifier à tous les niveaux ? C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, en tout cas dans les textes, mais c'est quelque chose qui, le jour J, est essentiel. Enfin, il me semble que la gestion de crise, c'est toujours 90% de préparation, et puis le jour J, c'est 5% de réactivité, 5% de chance. Parce que malheureusement, la chance a toujours sa part. Mais en tout cas, c'est 90% de préparation. J'ai un exemple qui revient souvent, qui n'a rien à voir avec la question du cyclone, mais lorsqu'on a eu l'accident de train à Brétigny-sur-Orge en 2013, 6 mois auparavant, il y avait un exercice justement sur un accident ferroviaire grave. Donc les acteurs de terrain se connaissaient. Donc là aussi, la résilience, elle est plus forte parce qu'on s'est entraîné avant, parce qu'on a vu les sujets avant. Même si ça ne se présente jamais de la même manière, le fait de s'être préparé, c'est quelque chose qui est vital. Troisième axe, mieux structurer, mieux coordonner la réponse publique. Alors une idée qui, à mon sens, est particulièrement pertinente, lancée hier, mais sur laquelle il y a déjà une réflexion qui est faite, c'est les réserves communales de sécurité civile. Le jour d'un événement cyclonique, on va avoir des personnes sur le terrain qui seront mobilisables. En prévention des risques feux de forêt, on va lancer un appel à candidature auprès des communes qui sont touchées pour que justement on puisse s'appuyer, comme ça existe déjà dans certains territoires en métropole, notamment dans le sud de la France, où on a beaucoup de feux de forêt ou d'incendies, d'avoir des réserves communales de sécurité civile. Des gens qui sont mobilisables, qui font de la prévention, mais qui sont aussi des acteurs de la gestion de crise. Deuxième élément important, la résilience des réseaux. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est identifié comme un point de vigilance. Là aussi, c'est un travail qui est nécessaire. Et il y a un plan Orsec qui encadre ça, qui est en cours de refonte donc sur les réseaux. L'objet, c'est d'avoir une bonne connaissance et de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y en a plus. Parce que là aussi, depuis 2002, pas d'impact majeur du risque cyclonique. Du coup, on ne s'est pas trop reposé la question. Donc si ça survenait demain, quid de notre réponse opérationnelle ? Pour l'instant, voilà, on serait en capacité de dire ce qui ne marche plus, mais on ne serait pas en capacité de dire forcément comment on le remplace. Garantir la continuité des services publics, là aussi, c'est de la sensibilisation, mais avoir des plans de continuité d'activité. Je parlais de la planification. Alors, on ne peut pas tout planifier, mais il y a certains secteurs stratégiques pour lesquels il faut savoir qu'est-ce qu'on fait lorsque le reste tombe. Enfin, et ça c'est à mon sens le plus important pour coordonner la réponse publique, c'est l'interaction entre toutes les échelles. L'État, bien évidemment, les communes. Quid des établissements publics de coopération intercommunale ? La question a été posée hier, je sais qu'il y a des représentants des EPCI. Les déchets, les transports, c'est aujourd'hui une compétence. On parlait tout à l'heure des problèmes d'enchevêtrement des compétences. Je sais que c'est un problème pour tout le monde, c'est le millefeuille administratif. Et puis souvent, ce millefeuille administratif, en face, il n'y a pas les moyens qui vont avec. Donc on est confronté à une difficulté. Mais très concrètement, l'intercommunalité, lorsqu'on a un problème d'établissement scolaire, on va dire on ferme les écoles dans telle commune. Mais les dessertes scolaires, c'est la compétence de l'intercommunalité. Concrètement, la situation s'est présentée cette année au moment de la tempête Carlos. Dans l'Ouest, la commune de Saint-Paul, à cause de difficultés, avait décidé de maintenir ses communes fermées, alors que les autres communes du TCO avaient réouvert, sauf que la question des transports n'a pas été anticipée, du coup il n'y avait pas de transport. Donc il y a eu tout un pataquès le lendemain du passage de Carlos pour savoir comment est-ce qu'on fonctionnait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, j'allais dire, anticiper. Comment est-ce qu'on gère la chose ? Est-ce qu'on fait une desserte commune par commune ? Ou est-ce que c'est au niveau de l'interco qu'on décide que l'ensemble des communes ferment les écoles ou autre ? Mais c'est des vraies questions concrètes à se poser. Et puis la question du quartier, donc sans doute une échelle encore plus pertinente, mais qui nécessite là de faire un vrai travail de fond pour identifier les acteurs. Enfin, dernier axe de travail, mieux prendre en compte les problématiques individuelles. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure et sans doute à ce qui sera dit dans le groupe de travail suivant. Idée que je trouve vraiment intéressante parce que c'est le cœur des polémiques. Quid des impacts sur la vie économique ? Lorsqu'on est en alerte orange cyclonique, les enfants ne vont pas à l'école, mais les parents ils travaillent. Donc forcément, il y a une difficulté.
Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on peut... Alors, hier, il y a eu la question d'une charte de bonne conduite à voir avec les entreprises. Comment la personne qui ne va pas travailler parce qu'elle est obligée de garder ses gamins, comment est-ce que l'entreprise traite ça? Est-ce que c'est une RTT? Est-ce que c'est un jour de congé? Est-ce que c'est autre chose qu'on récupère plus tard ou autre? Mais il y a sans doute la matière à faciliter, j'allais dire, la vie des gens en trouvant un dispositif départemental. Donc là, on va voir, nous, à notre niveau, peut-être pour faire un petit brainstorming avec aussi d'autres départements qui vont être concernés par le risque cyclonique, notamment d'autres départements d'outre-mer. Mais il y a sans doute matière à travailler très concrètement sur le droit du travail en la matière. Comment est-ce qu'on prend en compte cet aspect-là? Parce que c'est toujours le sujet de polémique, forcément, et ça peut largement se comprendre. Deuxième aspect, pour mieux prendre en compte les problématiques individuelles, améliorer l'anticipation des mesures qui touchent la population. Donc je parlais des difficultés de circulation, le temps nécessaire à la population pour se mettre en sécurité. Il faut qu'on puisse leur donner les moyens, justement, de l'anticiper. Alors, on parlait tout à l'heure du rôle des sciences humaines. Moi, on avait discuté de ça lorsqu'on a préparé les assises. Il y a sans doute un enjeu d'information géographique à améliorer. Il y a quelques enjeux très concrets. Aujourd'hui, le plan Orsec Cyclone, je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte le fait qu'on ait maintenant la route des Tamarins qui permet d'aller de Saint-Pierre à Saint-Denis en 1 heure. Le fait qu'on ait des gens qui sont finalement moins éloignés en temps qu'ils ne l'étaient auparavant, mais qui, du fait de la nature, de la géographie de l'île de la Réunion, ne pourraient pas revenir lorsqu'on a un cyclone. Donc comment est-ce qu'on adapte ça? On a sans doute un travail de géographie à faire pour voir comment les gens se déplacent. C'est des choses qui existent, mais il faudrait peut-être qu'on le recense un petit peu mieux pour du coup pouvoir le décliner en conduite à suivre au niveau local. Donc c'est un concept, mais en tout cas c'est quelque chose qui doit être analysé, je pense, un petit peu plus finement pour que du coup l'anticipation puisse être donnée aux personnes qui vivent les situations concrètes. Et puis dernier point essentiel, les assises, c'est l'occasion donc d'avoir, j'allais dire, une réunion un petit peu formelle pour réfléchir ensemble, mais c'est aussi l'occasion de lancer un travail de fond, et ça sera donc la révision du schéma de prévention des risques pour les 5 prochaines années, donc qui va être lancé à l'issue des travaux qui ont été faits pendant ces 2 jours. À l'échelle de la zone, d'autres éléments qui sont d'intérêt, qui concernent aussi d'une certaine manière la Réunion. Sujet qui a été évoqué hier et que je trouve intéressant, c'est la question de la fatalité finalement face au risque. C'est vrai qu'on est sur des territoires où le risque est intégré par les populations, parce qu'il se produit. Mais la fatalité face au risque, en face, il y a sans doute un enjeu d'éducation, un enjeu de résilience. C'était un petit peu le sens, je pense, de la scène de vie qu'on a vue hier. C'est exactement le cœur du sujet, cette fatalité, le fait de dire finalement il y a une réglementation, il y a une prévention, mais le risque il arrivera quand même. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus à l'échelle de la zone? Parce que ça concerne, je crois que nos interlocuteurs malgaches aussi en ont parlé, c'est quelque chose qui est important. L'importance du pilotage centralisé, mais aussi la nécessité, à l'échelle de la zone, d'améliorer la gestion au niveau local. L'interaction, là aussi, c'est vrai chez nous, c'est vrai partout dans la zone, entre tous les niveaux. Il y a quelque chose qui doit être travaillé, j'allais dire, de manière peut-être concertée, parce que le modèle français en la matière, il est quand même performant et résilient. Il y a sans doute matière à l'exporter, en tout cas, à exporter ce savoir pour qu'il puisse être décliné dans d'autres pays de la zone. Enfin, la fragilité des moyens locaux et l'importance de la solidarité, mais ça, je pense que tout le monde en a parfaitement conscience ici, pour faire face aux catastrophes importantes. La Réunion est un petit peu un pôle de référence, peut envoyer des moyens, mais c'est quelque chose qui est identifié par tout le monde. Donc là aussi, ça génère de la fragilité, et il y a matière sans doute à réfléchir aussi à une articulation qui soit un petit peu plus simple. Et lorsqu'on dit qu'on envoie quelqu'un, qu'on puisse vraiment l'envoyer parce qu'on aura mis les moyens pour le faire. À l'échelle de la zone, un risque important, c'est les évolutions démographiques. Le cas de Mayotte, le cas de Madagascar, forcément, quand on a une population qui augmente de 5-10% par an, il faut que les moyens y suivent. Alors, c'était le cas de la Réunion il y a quelques années, la croissance démographique se ralentit, mais lorsqu'on a un développement économique qui augmente, on génère des risques. En tout cas, on génère une fragilité, une vulnérabilité. Lorsqu'on a une population qui augmente, lorsqu'on n'a pas forcément les habitations qui augmentent, là on peut parler du risque cyclonique à Mayotte notamment, toutes ces questions-là, elles doivent aussi, j'allais dire, je reviens sur la question des sciences humaines, faire l'objet d'un travail qui puisse permettre l'anticipation. La question des conflits de pouvoir, alors le cas a été souligné par le Mozambique, mais c'est vrai à tous les niveaux, y compris à La Réunion, entre des élus locaux, l'État central. Alors conflit de pouvoir, où parfois dans les décisions qui sont prises, il y a parfois de la compréhension, parfois un mauvais dialogue, ça peut arriver partout. Madagascar, la question de la coordination aussi des actions menées par l'ensemble des acteurs, gouvernement, ONG.
Et puis la question des moyens d'intervention, donc, qui est un sujet, là aussi, qui revient de manière régulière. Donc, au global, moi, ce que je retiens de ces travaux, c'est qu'on a, bon, faut pas que ça tourne à un rapport de la Cour des comptes, hein, c'est-à-dire Yaka Faucon. L'idée, c'est d'avoir de la théorie. C'est bien d'avoir de la théorie, mais finalement, la théorie, c'est quand on sait tout, mais que rien ne fonctionne. Donc, il faut aussi qu'on puisse décliner ça de manière très pratique. Hein, et quand c'est quelque chose, la pratique, concrètement, c'est tout fonctionne, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Bon, il faut qu'on soit plutôt sur cet aspect-là, de décliner les choses de manière très, très concrète, d'avoir peut-être, à l'issue de ce qui a été fait hier, une réflexion, mais sous forme de groupe de travail, avec les communes qui sont volontaires sur les exercices, avec des gens qui auraient déjà identifié des comités de quartier sur lesquels on pourrait faire des expérimentations, parce qu'on peut commencer à petit niveau pour essayer de voir si on peut généraliser ensuite un fonctionnement type. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse décliner tout ce qui vient d'être évoqué ici par des mesures concrètes dans les années qui viennent, pour que ce travail, finalement, serve un petit peu à quelque chose. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sébastien Audebert, directeur de cabinet du préfet. Vous parliez de la zone océan Indien à l'instant. Nous allons rester dans cette zone océan Indien puisque nous allons entendre Monsieur Thierry Evanti, qui est le secrétaire exécutif du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar. Parlez-nous, s'il vous plaît, de votre expérience. Sébastien Audebert a souligné une certaine vulnérabilité de la grande île. On sait que le pays est très exposé, notamment aux risques cycloniques. La principale difficulté, c'est ce qui a été pointé du doigt hier lors de cet atelier, à savoir la difficulté à coordonner les actions. Merci beaucoup. En parlant de Madagascar, je vais parler carrément donc au niveau du risque pays carrément. Madagascar actuellement donc est devenu un point focal en termes de risque de catastrophe, parce que tous les risques possibles et imaginables de l'océan Indien, on les retrouve chez nous, en passant par les cyclones, les effondrements de terrain, les tremblements de terre, les sécheresses, criquets, et j'en passe. Actuellement, donc, le gouvernement malgache a mis un nouveau cadre juridique pour régir tout ce qui est donc gestion des risques et des catastrophes. Et on a misé sur la préparation au lieu d'être réactif tout le temps. Pour ce faire, il y a une structure verticale qui a été mise en place, c'est-à-dire que la structure de gestion des risques et des catastrophes de Madagascar s'étale du Conseil des ministres jusqu'au niveau local, c'est-à-dire au niveau des villages, où on a des comités locaux de gestion des risques et des catastrophes carrément. Pour les accompagner, actuellement, nous sommes en train de mettre en place aussi les structures régionales avec tous les matériels nécessaires pour faire face donc à d'éventuels risques de catastrophe. Et surtout, comme on dit, il n'y a de richesse que d'hommes. On est en train aussi de former tous les responsables au niveau de chaque échelon de la hiérarchie administrative, et on forme aussi la population locale, terroir par terroir, pour les risques auxquels ils sont exposés normalement. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation entre les régions par rapport aux risques auxquels les populations sont exposées tout naturellement. Mais comme nous aussi, on est responsable aussi des risques atropiques, c'est-à-dire les risques non naturels créés par les hommes, nous travaillons avec les partenaires internationaux et avec les industriels, les entreprises locaux, pour qu'ils ont des plans particuliers d'intervention en cas de survenance d'incidents. Et pour ce faire, donc, il y a des obligations qui sont imposées aux industries pour qu'ils puissent donc prendre en charge les risques qu'ils ont créés dans leur lieu d'implantation. Je vais parler peut-être aussi aujourd'hui, pour ne pas aller trop loin, parce que le temps nous est très compté, je sais, vous êtes très impatiente. Comment ça s'est passé, donc, la prise en charge du dernier cyclone Enao qui a vraiment traversé de part en part Madagascar au mois de mars dernier.
nous avons pu quand même vérifier l'efficacité du nouveau système de prévention qu'on a mis en place parce que ce cyclone d'une intensité quand même considérable, ça, à certains endroits, le pic de vent a atteint 306 km/h quand il a touché terre. Nous avions donc anticipé les actions de prévention sur le terrain et dès qu'on a eu la trajectoire probable du cyclone, on a dépêché des équipes sur le terrain et on a mobilisé toutes les équipes qui ont été formées pour faire face à ce genre de cyclone. Et le résultat est qu'on a eu très très peu de dégâts, de pertes en vie humaine. Bien sûr, les pertes matérielles ont été considérables, mais si on compare donc les impacts en termes de pertes de vie humaine entre le cyclone Gaphil, qui avait exactement les mêmes intensités, avec le cyclone Gaphil, on a perdu un peu moins de 500 vies. Et lors du passage du cyclone Enavo, on a perdu 88 personnes. Et ces 88 personnes, en fait, étaient soit emportés par les flots, soit ils étaient en fait par moitié, c'était des gens qui ont été victimes après le cyclone. Ce n'était pas pendant la phase du cyclone, ce n'est pas les effets vent et l'effet eau qui ont eu ces impacts-là, mais après le cyclone, et ça on le reconnaît, on apprend tous les jours de ces jours-là, c'est une leçon apprise, les gens se sont démobilisés, et ils se sont déplacés même sur des rivières en crue où ils sont revenus sur leur lieu d'habitation alors que les montagnes étaient encore imbibées d'eau et il y a eu des glissements de terrain et ou bien les bateaux ont chaviré et ils ont trouvé la mort. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé chez nous et actuellement donc nous sommes dans une phase de préparation pour les prochaines années cycloniques et nous sommes en train de renforcer notre positionnement donc, au niveau régional aussi parce que nous avons un dispositif d'échange avec tous les partenaires de l'océan Indien et surtout de la sous-région de la SADC de l'Afrique australe. Merci madame. J'imagine que vous avez dû profiter de ces assises pour échanger justement avec les partenaires de la zone océan Indien. Merci Thierry, Monsieur Thierry Venti pour cette présentation de ce qui est fait actuellement à Madagascar, la Grande Île, qui fait donc des efforts pour tenter d'améliorer sa gestion de crise. On se tourne toujours vers nos voisins et nous allons donner la parole à Monsieur Joao Machatine du Mozambique qui était avec nous hier matin. Monsieur Machatine qui sera donc traduit par son interprète qui l'accompagne. Avec vous, nous allons voir un point de vigilance, donc un élément à surveiller dans votre pays, c'est le pouvoir entre élus et l'État central, élus locaux et l'État central. C'est ce qui a été notamment évoqué hier en atelier. Oui, la parole est à vous, Monsieur Machatine. Désolé, est-ce que vous pouvez juste répéter parce que là, j'étais en train de prendre le micro, je n'ai pas compris. Oui. Répétez la question. Ouais. Hier, donc en atelier, un point concernant le Mozambique a été évoqué. Il s'agissait de cette difficulté dans votre gestion de crise, difficulté due peut-être au conflit de pouvoir entre les élus locaux et l'État central. Ok, obrigado. Merci beaucoup. Merci à vous. Dizer que em Moçambique, por estar também exposto a vários eventos extremos, está ao longo deste tempo ganhando consciência, a população está ganhando consciência cada vez mais nestas temáticas de redução do risco de desastres. En fait, Mozambique, dû donc au fait qu'il soit donc dans la zone où il y a donc ces événements, on est de plus en plus en train de prendre conscience de ces événements. O nosso desafio agora reside na sensibilização das comunidades, na sensibilização daquelas populações mais carenciadas e que estão expostas a estes riscos. Notre enjeu est plutôt dans la sensibilisation donc des communautés qui sont exposées à ces risques. Como sabem, Moçambique tem universo de aproximadamente 25 milhões de habitantes
E estas pessoas todas estão expostas a cada destes riscos. E temos situações de populações expostas a quase todos os riscos que nós mencionamos ontem. Donc, comme vous le savez, nous, on est à peu près 25 millions d'habitants, donc toutes ces populations sont exposées à ces risques. Et tous ces risques dont on a parlé hier, en fait, la population en est exposée. Portanto, nós, em relação às comunidades, criamos aquilo que já foi dito, os comitês locais de gestão de risco de desastres. Estes comitês, para nós atingirmos o nível de intervenção nas comunidades, pretendemos formar, capacitar e equipar mais ou menos como 2.500 comitês. Par rapport à la gestion, justement, on a créé ce qu'on appelle donc des comités locaux de gestion donc, de risques. Et notre objectif, en fait, c'est de pouvoir leur former, leur donner des compétences, justement, et arriver à un univers de plus ou moins 2500 E neste comités. momento já temos formados, capacitados 1.500 comitês. Dizer que esta formação e capacitação varia do nível de vulnerabilidade em que elas se encontram. À l'heure actuelle, en fait, on a à peu près 1500 comités déjà formés, et cette formation, en fait, ça varie en fonction donc des besoins de chaque communauté. E também nós realizamos anualmente simulações para podermos cobrir os 51 distritos que temos no país. Neste momento já fizemos simulações a 58 distritos. Et tous les ans, en fait, on fait des simulations justement dans les 51 districts nous avons donc dans le pays pour la prévention question des risques. E estas simulações têm mesmo como objetivo sensibilizar estas comunidades. Et cette simulation a donc l'objectif de sensibiliser donc ces communautés. E como que elas se devem comportar perante uma situação de emergência. Et comment doivent-elles se prendre donc en cas d'urgence. E para além disso também nós desenvolvemos sistemas de aviso prévios ajustados à realidade destas comunidades. Et on a aussi développé donc des systèmes de préavis donc adaptés donc à ces communautés. Estamos a falar de sirenes, estamos a falar de sensores e estamos a falar de métodos indígenas que as populações já vinham usando nos tempos passados. Donc, il y a des méthodes indigènes en fait que les populations utilisaient avant, mais aussi il y a de l'audio, ainsi qu'il y a de sensors. Sensores, sirenes. Ok, donc il y a l'audio aussi qui est utilisé, ainsi que des moyens donc indigènes qui étaient utilisés au passé. E o gráfico está a mostrar que nestes locais em que nós já temos estes mecanismos instalados, a vulnerabilidade dessas populações tende a diminuir. Et donc on se rend compte que la vulnérabilité donc de ces populations où ces moyens sont mis en œuvre déjà, ça se réduit. E no que tange à coordenação do nível central, dizer que nós temos o tal Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, que é presidido pelo INGC. Este conselho participam os diretores nacionais de todos os ministérios. Donc au niveau donc de la coordination, on a donc au niveau central donc un conseil qui est dirigé donc par l'Institut national de gestion de catastrophes et où il y a une participation de tous les directeurs donc nationaux de tous les secteurs. E este conselho reúne ordinariamente uma vez por mês. Et il se réunit une fois par mois. Em casos de emergência, o conselho aí reúne praticamente diariamente e produz informações necessárias e essas informações são levadas ao Conselho de Ministros para a tomada de decisões num período semanal. Et en cas d'urgence, justement, il y a des réunions donc tous les jours. Il y a donc des décisions, enfin il y a des réflexions qui sont menées qui sont apportées donc au Conseil des ministres pour la prise de décisions. De referir que neste Conselho Técnico também participa aquilo que nós chamamos Equipa Humanitária Nacional, que é composta por todos os nossos parceiros nacionais e internacionais. Et dans ce conseil, en fait, il y a une participation de ce qu'on appelle donc équipe nationale humanitaire, et il y a la participation de tous les partenaires et acteurs civils.
Era importante partilhar esta nossa abordagem para dar a entender que existe comprometimento, quer político, quer social e mesmo empresarial, na temática de gestão de risco de desastre. Portanto, nós agora estamos a emigrar para uma situação de gerir o desastre para passarmos a gerir o risco de desastre. Donc en fait, il y a un engagement donc, de tous les secteurs, privés, publics, partenaires. Et là, maintenant, nous sommes en train donc, de passer à la réflexion, c'est-à-dire de passer du réactif à la proactif. Donc une meilleure anticipation. Para terminar, para responder a esta nossa migração, estamos a desenvolver novos instrumentos legais para que isto tenha mais valor. Por exemplo, nós já temos a lei de gestão de calamidades, que é grande ganho que o país tem. Estamos a criar o fundo de gestão de calamidades para que quando houver uma catástrofe, o governo não recorra nos orçamentos do Estado para a reposição, mas sim recorra a este fundo. En fait, pour répondre donc à cette immigration, nous sommes en train donc de créer 2 instruments. Il y a la loi donc de gestion des calamités, mais aussi il y a le fonds donc de gestion des calamités qui est en train de se mettre en place pour pouvoir apporter une réponse en cas d'urgence. Merci. Désolé. Obrigado. Merci. Merci. Merci, Monsieur Machatine, qui est donc le directeur général de l'Institut national de gestion des catastrophes du Mozambique. Peut-être des questions dans la salle après donc, cette présentation de ce qui a été dit sur les stratégies de gestion de crise. Madame, oui, nous vous écoutons. Bonjour, merci. J'avais une question par rapport à la présentation qui a été faite des résultats du groupe de travail et des échanges. C'était entre la question et la remarque pour faire un lien avec l'atelier 1 donc dans lequel j'animais. Au niveau de la gestion de crise, il a été évoqué la nécessité de mettre en place un peu plus de pédagogie et de formation sur justement ce domaine-là. Et on a parlé notamment du moment opportun pour mettre en place ces formations afin que le message passe. Je voudrais aussi insister sur un point qui est ressorti au moment de l'atelier 1, sur la manière de transmettre justement les messages, les méthodes, les outils innovants. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été partagées sur la manière dont ça pourrait être fait. Et l'objectif, c'est quand même peut-être de toucher un grand nombre de citoyens pour qui la thématique des risques naturels n'est pas forcément très claire et la manière dont c'est géré n'est pas forcément extrêmement claire. Et justement, cette thématique-là est aussi liée à la réserve communale de sécurité civile qui a fait l'objet d'un grand débat dans l'atelier 1 hier sur justement sa mise en place qui semble être vraiment problématique pour les communes qui souhaitent mettre en place une réserve communale de sécurité civile. Et peut-être que ça passe finalement par une connaissance en amont du système de gestion des crises et de l'importance que le citoyen pourrait avoir dans cette gestion. Finalement, le citoyen est peut-être un petit peu éloigné de tous ces dispositifs et pas encore pris en compte, donc il ne se sent peut-être pas encore investi et engagé et donc prêt à faire partie d'une réserve communale de sécurité civile. Voilà, simplement du coup pour apporter au débat et à l'échange sur cette thématique. Merci pour votre intervention. Peut-être une réaction de ce côté-ci de la salle sur ce qui vient d'être dit. Le micro pour Sébastien Audebert, directeur de cabinet du préfet. Oui, donc l'idée est bonne. Après, concrètement, comment on fait? C'est-à-dire que les réserves communales de sécurité civile, c'est des gens mobilisés, c'est un coût. On revient toujours sur cette question. Je pense que ça marche. Enfin, je parle sous le contrôle des gens de la sécurité civile qui connaissent ça mieux que moi, mais ça marche aussi quand on a une population qui est très exposée à certains risques, et donc il y a une mémoire permanente, etc. Enfin, dans le sud de la France, sur les feux de forêt, il y en a tout le temps, il y en a en ce moment. Donc il y a une logique territoriale qui fait que la sensibilisation est forte. Je pense que chez nous, il y a matière
Parce que justement, les risques naturels, alors le cyclone, on a vu qu'il n'y en a pas eu depuis très longtemps, mais des inondations, on y a régulièrement. La problématique de la houle aussi, l'actualité récente malheureusement nous l'a rappelé. Donc il y a matière à travailler ça. Et après, concrètement, quelle action on peut avoir pour que les gens se sentent inclus? C'est important, en fait, je pense qu'il faut qu'on distingue la décision qui est prise en matière de gestion de crise, qui doit relever d'un certain nombre de personnes très identifiées, puis la gestion elle-même et la contribution des uns et des autres. Et ça, alors est-ce que c'est de la démocratie participative, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, mais l'idée qui est derrière, c'est vraiment comment est-ce qu'on est inclusif. Donc là, il faudrait qu'on croise éventuellement ces données-là. Je sais que la Pirois là-dessus est un peu paré pas paré typiquement. Voilà un exemple, le fait de se promener dans l'île, voilà une idée de sensibilisation très concrète. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça de manière à professionnaliser des gens? Professionnaliser, c'est-à-dire aller au-delà d'une sensibilisation un peu forte, aller dans la professionnalisation. Il y a sans doute matière aussi, alors là je parle aussi sous le contrôle des spécialistes des risques, peut-être qu'au niveau international, Hervé Vanler a peut-être vu ça, mais j'imagine qu'il y a des pays où ce type de dispositif il est permanent. Je pense au Japon notamment, où il y a une telle concentration de risques, où les populations sont régulièrement en exercice, sont sensibilisées en permanence, où il y a des référents identifiés. Donc comment est-ce que nous, on pourrait décliner à notre échelle, avec nos moyens, ce type de méthode-là? Donc là, on parle conceptuel, mais là aussi, je reviens sur mon idée, de la théorie à la pratique. Donc il faut qu'on trouve un vecteur. Quelques volontaires, hein, là je me tourne vers les communes, parce qu'il y a certaines communes où c'est un sujet qui peut... La réserve communale de sécurité civile, elle peut être aussi à l'échelle d'un endroit de la commune, parce qu'il y a un sujet plus fort. Ça peut être, faisons des expérimentations, et puis on verra si on peut généraliser, parce qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien. Je pense qu'il faut partir de ça. Colonel, des représentants des communes dans la salle? Non. Juste peut-être pour compléter ce que vient de dire le directeur, un des dispositifs de la loi de modernisation de la sécurité civile, c'était de rendre le citoyen acteur et le citoyen au centre de ce dispositif global. Cette loi prévoyait également la mise en place des réserves de sécurité civile. Par rapport à l'expérience que je peux en avoir, les réserves fonctionnent que lorsque l'on a un plan communal de sauvegarde qui fonctionne, qui soit bien rodé, parce qu'une réserve sans commandement, une réserve sans organisation, c'est une réserve qui est vouée à l'échec. Donc aujourd'hui, on met un point d'honneur à ce que les plans communaux de sauvegarde soient bien établis, fonctionnent, et je pense que l'étape d'après, c'est la mise en place de ces réserves, qui demandent quand même une organisation assez pointue, parce que une réserve, on doit aussi l'employer à des opérations concrètes. Qu'est-ce qu'on veut faire à cette réserve de sécurité civile? Du tronçonnage, de l'épuisement, que sais-je. Mais en tout cas, c'est bien dans le cadre du plan communal de sauvegarde qu'on va pouvoir articuler cette organisation. Une précision de la part de Ludovic Blais. Juste pour vous apporter le petit exemple de mon association. Alors je ne pourrais pas vous donner d'éléments pour recruter des bénévoles, puisque nous, on a la chance d'être sur un domaine qui est très porteur, qui est moderne, qui est attrayant, donc on n'a pas de mal à recruter. Par contre, quand on fait travailler des bénévoles, qu'on les fait monitorer toute la nuit, le truc qui les motive, en fait on a deux leviers, c'est déjà leur montrer que ce qu'ils font est utile, sert à quelque chose. Et ce qui marche aussi très bien, c'est d'avoir, et je le dis devant le directeur de cabinet, d'avoir un petit mot du préfet ou du ministre ou des pompiers, ou peu importe, mais d'avoir un petit mot dans le communiqué de presse, dans une lettre, peu importe la forme, mais d'avoir une reconnaissance de l'autorité qui nous a mobilisés. Et en fait, les seuls leviers qu'on peut avoir pour garder nos bénévoles et les faire travailler gratuitement sur leur temps perso, et éventuellement les empêcher de faire autre chose, c'est justement cette reconnaissance et de voir que le travail qui est fait sert à quelque chose. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, en général, le bénévole est content, il reste et il s'investit de plus en plus. Donc c'est pas pour recruter, mais c'est surtout pour les garder. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer tous ensemble, et c'est quelque chose qui est très important pour les bénévoles. Nous allons avoir une réaction dans la salle dans un instant. D'abord, peut-être une réaction de la part de Madame Marie-France Beaufils. Je vais vous demander de lui faire passer le micro. Merci.
Oui, comme j'ai entendu peu d'élus, je vais me permettre de réagir en tant qu'élu, puisque je suis maire d'une commune très concernée par ces questions. Et nous avons aussi un élu qui va réagir juste après. Bon, alors c'est très bien. Non, moi je voulais surtout réagir par rapport au plan communal de sauvegarde. Je pense que c'est un outil qui a son importance dans l'ensemble de la démarche dont on parle là. Si on n'a pas élaboré ce plan communal de sauvegarde avec l'ensemble des équipes communales, c'est-à-dire les employés de la commune, je dis bien élaboré, parce que la préparation de ce plan communal de sauvegarde, il faut que les gens de la commune soient impliqués pour savoir ce qu'ils vont avoir à faire. Et ensuite, les bénévoles seront d'autant plus à l'aise si on a cette structure. Moi, je partage complètement ce que vous venez de dire, parce que le bénévole le plus investi possible, il a besoin aussi d'un peu de relation avec ceux qui sont amenés à travailler sur le terrain en permanence, qui savent où sont les matériels, où on a pris les dispositions si on doit déménager quelque chose au moment par exemple d'une crue, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de très très important. Et nous, on a été obligés de tester grandeur nature en mai-juin l'année dernière si notre plan communal de sauvegarde fonctionnait ou pas. Et on s'est rendu compte qu'on avait intérêt à améliorer. C'est d'ailleurs une des propositions que le CEPRI fait régulièrement aux communes avec lesquelles il travaille. C'est d'avoir des fiches beaucoup plus synthétiques pour pouvoir être à l'aise, de façon à ce que, y compris tous les personnels qui peuvent changer à un moment, sachent où ils vont trouver la bonne fiche au bon moment lorsqu'ils ont besoin d'agir et de réagir. Et ça, je crois que c'est un des maillons absolument essentiel dans le moment où on va gérer le risque. Alors, ce que je crois par contre, c'est que les communes, elles ont besoin, selon leur taille, d'accompagnement pour pouvoir mettre en place ce plan communal de sauvegarde et l'élaborer. Mais je pense vraiment qu'il faut que les personnels de la commune soient impliqués dès l'élaboration. Merci Madame Beaufils d'insister donc sur cet élément apparemment essentiel dans les stratégies de gestion de crise. Monsieur l'élu ou représentant de collectivité. Rito Morel, conseiller municipal, mais aussi conseiller communautaire. Hier, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans l'atelier 1, justement concernant cette disposition. Et moi, je fais partie d'une commune où il y a 38% de chômeurs. Donc, comme je disais hier, dès que c'est une association qui sollicite des bénévoles, il n'y a pas de souci. Quand c'est une mairie, d'autant plus quand c'est une mairie où il y a 38% de chômeurs, qui dit sollicitation, dit paiement. Donc le bénévolat, à ce stade-là, c'est difficile à faire fonctionner. Voilà donc pour cette précision, une autre réaction, une question dans la salle. Monsieur, s'il vous plaît. Donc on va vous faire passer le micro. Toujours, nous sommes sur les stratégies de gestion de crise. Quels sont les points de vigilance, les éléments à améliorer? Oui, devant. Allez-y, Monsieur Berthoin, de l'état-major de zone océan Indien, en attendant qu'on apporte... Peut-être en attendant et en complément de ce que vient de dire l'élu, donc nous travaillons de concert, l'OMZ et l'ADEAL, pour justement aider les communes à renforcer et à s'organiser dans le cadre des plans communaux de sauvegarde. Nous avons fait une formation commune il y a peu de temps, où toutes les communes, bien sûr, ont participé. Et nous avons créé une plateforme sur laquelle les responsables des plans communaux de sauvegarde peuvent communiquer, s'échanger des informations et des documents. Donc c'est un premier pas. Mais sachez que le CNFPT est partie prenante dans la formation des cadres des plans communaux de sauvegarde pour améliorer globalement le dispositif sur le département de la Réunion. Merci. Voilà donc pour ces réactions, vos interventions sur le bénévolat, le volontariat, ou comment essayer de mettre davantage de moyens au service de la prévention des risques. Il y a un point qui a été évoqué par Sébastien Audebert tout à l'heure, c'est la différence de perception entre le risque, l'aléa cyclonique et les autres risques. Comment justement travailler là-dessus? Comment faire en sorte qu'il y ait une réelle prise de conscience des autres dangers? Et oui, grande question, on ne trouvera peut-être pas de recette miracle ce matin, mais je pense par exemple à la houle,
vigilance forte houle, il y a des avis qui sont émis, qui sont publiés, et pourtant on a parfois l'impression que c'est un risque qui est sous-estimé. Merci pour cette question, bien embarrassante. La sensibilisation, alors la question de la houle, j'allais dire, et de la mer en général, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne peut pas interdire aux gens d'aller en mer au sens les bateaux par exemple, hein, c'est le capitaine de bateau qui est responsable de son bateau. Après on fait de la sensibilisation. Donc malheureusement quand le risque se réalise, on voit les conséquences que ça peut avoir. Il y a un autre risque important, et la directrice de l'observatoire qui est avec nous, l'ancien directeur aussi, le volcan, je crois que dans le sondage, on avait 20% des personnes interrogées de plus de 18 ans, peut-être que chez les jeunes il y en a plus, j'espère, mais qui pensent que le volcan est un risque, c'est-à-dire qu'il y en a 80% à peu près qui pensent que le volcan il est gentil. Alors c'est vrai que le volcan il est gentil, il est magnifique, enfin, ça c'est une réalité, mais on sait bien que ça peut aussi générer des risques très particuliers. Il y a tout un ensemble de scénarios avec potentiellement des scénarios où on peut avoir des coulées de lave de l'autre côté, vers le tampon, vers Saint-Pierre. Donc le volcan, il peut être dangereux. On n'est certes pas à la Soufrière en Guadeloupe, on a un volcan qui est explosif, mais on a un volcan qui est dangereux. Il y a eu des morts dans le volcan. Donc il y a aujourd'hui un enjeu de sensibilisation à faire peut-être de manière plus large, parce que le cyclone, c'est du concret. On voit que ça ravage les forêts, ça détruit des maisons, ça crée des inondations, etc. Le volcan, ça peut aussi avoir cet impact-là. Et puis surtout, la sensibilisation, elle est peut-être plutôt à trouver pour le volcan dans la manière de l'appréhender, puisqu'on n'est pas forcément sur un risque qui va se matérialiser comme un cyclone, mais dans la manière d'appréhender le volcan. C'est aller dans l'enclos quand il y a une éruption, ça n'est pas possible à l'heure actuelle. Ça le sera peut-être sous certaines conditions dans les mois qui viennent, mais il y a un risque réel parce que ça peut s'effondrer, parce qu'il y a eu des décès, etc. Donc c'est quelque chose qui est dangereux, et à partir du moment où on a cette conscience du danger, on peut justement appréhender le volcan d'une autre manière. Donc c'est une question d'appréhension, c'est de la sensibilisation. Alors ça se fait, je pense, à tous les niveaux, hein, ce que les guides de montagne font à leur niveau. Ce que nous on essaie de faire aussi de temps en temps, ce que les gens de l'observatoire font aussi avec leurs interlocuteurs divers et variés. Donc voilà, c'est plus de la sensibilisation, de l'information préventive qu'un risque qui est de même nature, j'allais dire, qu'un cyclone. Après, il y en a d'autres. La question du tsunami, j'évoquais ça rapidement, mais le tsunami, il y a un travail aujourd'hui qui est fait justement pour avoir les moyens de répondre, parce qu'on est peut-être moins exposé que le nord de l'océan Indien. Mais un tsunami, la question du réchauffement climatique, de la montée des eaux sont des risques qui sont des risques concrets qui vont sans doute se matérialiser. Alors peut-être qu'on a aussi dans la zone d'autres pays, je pense aux Seychelles notamment, pour lesquels ce risque il est réel. Donc la sensibilisation elle est d'autant plus forte que le risque se matérialise. Donc l'importance de la sensibilisation. Un mot peut-être, Aline Pelletier, oui, directrice de l'Observatoire du volcan. Je voulais juste compléter les propos qu'avait tenus Andreas ce matin, qui a parlé surtout des risques d'éruptions en enclos qui étaient mal perçus par la population. Mais il faut savoir que les éruptions à l'intérieur de l'enclos présentent également un risque pour les visiteurs, que ces visiteurs, ils sont 200 000 par an à entreprendre la randonnée vers le sommet du volcan, et qu'une crise sismique, lorsqu'elle se met en place au volcan, ça peut prendre 10 minutes à quelques heures. Et donc, le visiteur qui visite le volcan doit être conscient également de ce risque-là, qu'une éruption peut intervenir extrêmement rapidement, et que nous, en temps de gestion de crise, donc le temps d'alerter le MZ et les services publics, ça peut prendre du temps. Il faut que le visiteur soit conscient également qu'une éruption à l'intérieur de l'enclos peut survenir vite et peut présenter un risque potentiel pour le visiteur du dimanche. Merci en tout cas à toutes et à tous pour ces interventions, ces précisions donc sur cet atelier numéro 2 qui portait sur les stratégies de gestion de crise. Une dernière question. Allez-y madame, rapidement. Merci, je vous remercie. C'était à monsieur Audebert, vous aviez parlé de moyens insuffisants. Donc je voulais préciser quelque chose nous concernant, bon c'est notre secteur, excusez-moi, mais ça peut servir pour d'autres casernes aussi. Nous sommes dans le provisoire pour la caserne de la Saline-les-Bains depuis 1993. Avec l'urbanisation galopante, avec les différentes interventions, les secteurs géographiques, la diversité, etc. des interventions,
Je fais un petit clin d'œil au colonel Boucheron. Dans les 5 ans à venir, je viens d'apprendre que la caserne n'est toujours pas prévue. Qu'est-ce qu'on attend? On va attendre une catastrophe, c'est-à-dire que les gars vont être, excusez-moi l'expression, les gars vont décaler sur quelque chose et puis on aura peut-être un gros problème et ils ne pourront pas intervenir. Donc on va attendre ça pour se bouger et construire une caserne digne de ce nom à la Saline-les-Bains. Il était prévu des tractations, au sens terme, honorable du terme, pour un terrain, et je viens d'apprendre que c'est caduc. Pourquoi? Comment? Personne n'est prévenu. Je parle, disons, en tant que sensibilisé par la problématique, puisque j'ai 23 ans de volontariat derrière moi. Voilà, merci. Donc on l'aura compris, hein, les gars, ce sont les soldats du feu, les sapeurs-pompiers. Réponse rapidement, Monsieur Audebert. On peut peut-être prolonger la conversation en dehors, parce que c'est un sujet un peu particulier. Mais quand je parlais de moyens insuffisants, c'est surtout à l'échelle de la zone, où il y a évidemment, à La Réunion, il y a quand même des moyens considérables. Alors après, il y a toujours des choses à améliorer en matière de casernement. Bien évidemment, ça concerne d'ailleurs l'ensemble des services, y compris les forces de sécurité. Mais bon, ce sujet, peut-être qu'on pourra l'évoquer en bilatéral, ça relève pas uniquement de l'État pour le coup. Donc, voilà. Paul, Paul Boucheron a des éléments, on peut peut-être en parler après. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde de parler des casernes du 10 tout de suite. Mais... Effectivement, je vous invite à poursuivre le débat, en tout cas la réflexion, Madame, sur ce point qui concerne les sapeurs-pompiers, peut-être après, directement avec le commandant Boucheron, qui est d'accord pour vous répondre. Messieurs, Mesdames, merci.